Peut-être, donc on vous incite donc à poser des questions sur le chat ou à lever la main pour demander à intervenir. Il y a eu une question précise sur laquelle David pourrait éventuellement revenir sur comment sont identifiés les plus grands projets de R&D à l'échelle mondiale et pourquoi, par exemple, le sujet hydrogène ne figure pas. Mais ça, c'est une question précise. Et moi, je voudrais, dans l'attente des questions, vous relancer sur deux points. Un, l'effet Covid. Ça a été évoqué rapidement par David, mais on peut aussi le relier à ce qu'a dit Pierre Veit sur les industries de la vie. Est-ce que vous pensez l'un ou l'autre que la crise de la Covid a un effet transformant réel ou conjoncturel? Et puis, je rebondis quand même sur ce qu'a ouvert comme débat Pierre Veit et sur lequel David n'est pas revenu en détail, c'est est-ce qu'on peut encore mettre des frontières à l'industrie ou est-ce que finalement, il faut presque oublier le mot industrie mais s'interroger sur la manière dont on couple une activité des objets, des technologies, dont la technologie numérique, et plutôt partir de l'idée qu'une grande partie des activités humaines sont aujourd'hui des couples entre la relation humaine et la mobilisation d'objets et de technologies. Je ne sais pas qui veut rebondir, Pierre? Peut-être quelques commentaires. Bon, je pense qu'en effet, c'est très difficile du point de vue méthodologique. Hein. David ne me contredira pas de suivre un peu l'ensemble des chaînes de valeur. Quoi. La méthodologie de Trendéo qui est très intéressante, c'est que on a effectivement, on suit des créations d'établissements, des fermetures, mais ça ne permet pas, c'est pas une critique, mais ça ne permet pas de reconstituer un peu ça rend très difficile de reconstituer le paysage d'ensemble, et c'est vrai aussi pour les statistiques INSEE et autres. Alors moi, il y a une ou deux remarques que je voulais faire. La première, c'est qu'il faut se défaire de cette idée qu'au fond, on aurait eu un grand mouvement de désindustrialisation et qu'on repartirait. C'est plus compliqué que ça. Même dans la période que David a signalée comme la période qui a suivi la grande crise de 2008, la grande crise financière, on a eu effectivement une décennie très très dure avant que ça reprenne un peu, mais on a perdu en solde énormément d'emplois, mais il faut toujours rappeler que c'est des soldes. Et il y a une étude très intéressante de Laurent Davy, que beaucoup d'entre vous connaissent, je pense, qui est à partir des données, alors qu'il y a des industrialisations massives, eh bien, il y a 6500 communes en France qui ont créé ensemble 200 000 emplois industriels. Donc, ça veut dire que les autres en ont perdu davantage. J'avais une carte là, mais je ne vais pas pouvoir la ressortir, mais peu importe. Et vous voyez, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en fait dans un projet. Il faut toujours se méfier des soldes. Parce que les soldes, c'est du plus et du moins. Et en réalité, si on décompose, on voit qu'il y a des communes qui ont perdu énormément d'emplois, mais il y en a d'autres qui ont continué à en créer, même dans la période la plus noire. Donc je pense que le processus de l'industrie, comme le processus de l'hyper-industrie, est quelque chose il y a un renouvellement permanent et à un certain moment, les courbes entre ce qui décroît et ce qui croît se croisent. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est très important. C'est-à-dire on n'est pas dans une espèce de processus linéaire, univoque, comme le recul d'un glacier. Hein. C'est plus compliqué que ça. Et il y a toujours eu, même en période les plus noires, des créations d'emplois importantes. Deuxième remarque, j'essaie d'être bref, moi, je n'aime pas ce mot de relocalisation. Évidemment, on comprend bien, bon, David l'a montré, les relocalisations au sens un peu précis du terme, ça représente quand même très peu de choses et ça va continuer à représenter très peu de choses. Ça veut, mais je préfère le futur et il faut doper véritablement la création de nouvelles activités. Bon, le grand public, beaucoup de gens pensent que massivement les pertes d'emplois ont été liées à ce qu'on appelle la désindustrialisation, ont été liées au fait que nos usines sont parties en masse en Chine, je ne sais pas où. C'est pas comme ça que ça s'est passé. En fait, il y a trois raisons à la baisse de l'emploi industriel. Il faut quand même les rappeler. La première, et de loin, c'est les gains de productivité. On produit aujourd'hui beaucoup plus, mais avec moins de monde. Et ça va continuer. C'est-à-dire que, et surtout sur les phases fabrication. Voilà. La
deuxième explication, c'est l'externalisation, c'est-à-dire que des choses qui étaient comptées dans le périmètre industriel, aujourd'hui, elles sont justement comptées dans le périmètre des services, parce que les entreprises industrielles l'ont externalisé assez massivement, d'où l'intérêt d'avoir cette vision globale, industrie plus service plus numérique. Par exemple, un exemple extraordinaire, c'est, vous savez, il y a l'activité de cuve de chaudronnerie nucléaire à Framatome à Chalon. À un moment donné, ils sont passés de la catégorie industrie à la catégorie réparation maintenance. Ils sont passés dans... Donc les gens de Chalon disent ouais, une perte énorme de substances industrielles. Non, c'est simplement que ça avait changé de catégorie, quoi. Donc ça, c'est très important. Puis le dernier point, je pense que ce qui est très intéressant aussi dans les présentations là, de David, c'est cette différence géographique, quoi, entre qui confirme ce que je disais tout à l'heure, quoi, la tech, elle est métropolitaine et l'industrie, au sens plus traditionnel du terme, mais c'est une raison de plus, je pense, elle est extra-métropolitaine, on va dire. C'est une raison de plus pour connecter les deux, hein, parce que c'est aussi un lien entre les métropoles et les petites villes et les villes moyennes. Il faut trouver un moyen pour que ces jeunes ingénieurs qui sortent des écoles ou des universités dans les métropoles, ils considèrent qu'ils peuvent aussi aller travailler dans les villes moyennes et autres pour le renouveau des industries traditionnelles. Pardon d'avoir été un peu long. Et sur l'effet Covid? Je vais peut-être laisser David répondre parce que j'ai beaucoup parlé. Moi, je pense qu'il est très important. Il est très important. David? Oui, sur l'effet Covid, en tout cas sur les relocalisations, j'avais réfléchi un petit peu à ça, mais je pense que ça peut se généraliser à l'ensemble des. Il y avait sur l'idée qu'on devait un petit peu raccourcir les chaînes de production et qu'il fallait un petit peu freiner la globalisation. Il y avait déjà un premier élément avant le Covid qui était une sorte de patriotisme économique un peu emblématisé par Arnaud Montebourg et sa marinière. Donc, c'était un côté un peu affectif. Mais avec la crise du Covid, c'est rajouté l'idée, la prise de conscience probablement par les industriels aussi, que à coût égal ou à coût inférieur, il fallait prendre aussi le risque d'interruption des chaînes d'approvisionnement pour des tas de raisons. Ça peut être le Covid maintenant. On voit aussi beaucoup de mouvements d'investissement dans les semi-conducteurs du côté de TSMC qui investit massivement aux États-Unis parce qu'ils se disent qu'en cas de conflit avec la Chine, la production à Taïwan sera bloquée. Donc, il n'y a pas que le Covid. Il y a donc le facteur interruption des chaînes d'approvisionnement et risque logistique est maintenant bien plus pris en compte par les industriels. Donc, il y aura probablement une tendance au raccourcissement des chaînes de production. Après, ça ne veut pas forcément dire que tout va revenir en France, ce n'est pas l'idée. Mais globalement, je pense que les industriels iront s'approvisionner moins loin. Et puis, il y a un troisième facteur qui peut encourager un petit peu la reprise de l'industrie, c'est que, et la présence de Guillaume Basset tout à l'heure était assez emblématique là-dessus, c'est que on a pris conscience aussi, au niveau pouvoir public, de l'absence de production nationale sur certains produits qui pourraient être considérés comme stratégiques. Donc, il y a une meilleure prise en compte du pouvoir, au sein des pouvoirs publics du fait que peut-être sur certaines filières, il faut qu'on réfléchisse à assurer une production locale minimale pour justement pallier ces éventuelles ruptures d'approvisionnement. Donc, on n'avait qu'un facteur un petit peu affectif au raccourcissement des chaînes de production. On est probablement passé à 3 au moins, ce qui veut dire qu'il y aura sans doute un effet durable du Covid, sans compter tous les effets qu'on ne peut pas mesurer sur le télétravail et les modifications du rapport au travail, etc., qui sont des questions sociologiques dont on verra l'impact sur une durée plus longue, peut-être. Juste ajouter peut-être, c'est que même avant le Covid, on avait déjà commencé à voir dans les statistiques un certain ralentissement des échanges à distance et un centrage sur les échanges à l'intérieur des 3 grandes zones majeures aujourd'hui de l'économie mondiale, à savoir l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie de l'Est. C'est très frappant dans les statistiques, la Chine faisant un peu exception, puisque la Chine continue à exporter sur l'ensemble du monde.
Et je crois qu'avant même le Covid, les industriels eux-mêmes, hein, indépendamment de ce que nous, on pouvait dire de manière un peu affective, comme tu dis, avaient déjà commencé à réfléchir à ce sujet de réorganisation des chaînes de valeur, avec des nouvelles formes, je pense, émergentes de la globalisation. C'est-à-dire que je ne crois pas du tout à la déglobalisation, à la démondialisation, mais elle va se faire en faisant moins circuler les composants matériels, les composants physiques, parce que là, je pense que ce qui se passe actuellement avec l'engorgement des ports, etc., quand même fait beaucoup réfléchir. Et donc, ça va accélérer ce mouvement, mais qui était déjà lancé avant, d'une relocalisation, cette fois-ci dans un sens différent, hein, de la production plus près des marchés. Et ça, évidemment, c'est très aidé par la robotisation, l'informatisation, puisqu'on va pouvoir, enfin, on parle des jumeaux numériques, par exemple, vous allez pouvoir reproduire une production sur des marchés de masse à proximité des marchés sans avoir à faire circuler les composants sur des très très longues distances, quoi. Ce qui est quand même, je pense, une phase un peu dépassée. Voilà. Merci. Alors, il y avait une remarque de Gabriel Colettis qui rejoint ce que vient de dire Pierre Weltz sur l'idée que ce qui est parfois présenté comme une délocalisation est une localisation d'activités de production à proximité directe des marchés. Et j'ai une demande de parole de Monsieur Goucham, si je ne me trompe pas. Et on vous incite, ça a été dit au début, à renommer vos noms sur Zoom avec votre nom et prénom pour qu'on puisse bien vous identifier quand vous demandez la parole. Donc, Monsieur Goucham, vous avez la parole. Bonjour, Arnaud-Yves Goucham de la région. J'avais une question, parce qu'on parle de relocalisation et de développement de technologies industrielles, en particulier la transition. Est-ce qu'il n'y a pas un vrai problème aujourd'hui par rapport à ces développements industriels, ou en tout cas une réflexion à mener par rapport aux matières premières indispensables? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la production de pas mal de ces matières-là, et je ne parle même pas des métaux rares, sont indispensables au développement de ces transitions. Est-ce qu'il n'y a pas une réflexion aujourd'hui ou une réflexion technologique à mener pour le futur par rapport à ces domaines-là? Et puis, comment réagir par rapport aux stratégies développées par les pays producteurs qui demandent aux entreprises, enfin aux industries de venir s'installer dans leur propre territoire pour pouvoir utiliser ces matières-là? Est-ce qu'il n'y a pas une réflexion, je dirais, d'indépendance et de transfert de technologie, je dirais, à long terme par rapport aux industries que l'on veut développer dans nos territoires pour l'avenir, en particulier au niveau de la transition énergétique? Moi, je suis d'accord avec ça. Il faut sortir un peu de l'illusion qu'on pourrait avoir aujourd'hui à l'échelle locale, voire régionale, voire européenne, une forme d'autonomie incomplète, voire d'autarcie, quoi. On a un peu ce fantasme aujourd'hui, hein, notamment dans les milieux écologistes et tout. On se dit on va pouvoir tout faire localement. En fait, on est à un degré d'interdépendance. Il faut bien comprendre qu'on est dans un degré d'interdépendance mondiale encore extraordinairement fort, quoi, et que c'est un mouvement qui ne va pas être si facile que ça à rendre réversible. Vous savez qu'en Europe, on fabrique une machine absolument incroyable qui sert à faire les puces aujourd'hui les plus performantes du monde. C'est les Hollandais qui font ça. Il y a des commandes partout. L'Asie aussi est dépendante de cette machine-là. Hein, c'est extraordinaire. Et il y a eu un incendie récemment dans une de leurs unités à Berlin qui a mis en danger, alors on parle beaucoup des risques là sur les semi-conducteurs, etc., mais qui a mis en danger aussi l'économie mondiale. Alors sur les matériaux de base, sur les minéraux, enfin pas seulement les terres rares, mais des trucs comme le zinc, par exemple, le nickel, le cuivre, etc., on a des tensions qui vont être fortes au niveau mondial. Je pense que les stratégies, il est légitime que les pays qui sont aussi des exportateurs de ces matières premières me disent, nous, on n'est pas juste là pour vous amener la matière première, on veut aussi pouvoir utiliser cette matière première pour notre propre développement. Donc, on n'a pas d'autre choix, je pense, que d'avoir une vision partenariale, coopérative à l'échelle mondiale, quoi. L'idée qu'on pourrait, nous, s'abstraire du reste du monde et construire en particulier sur les nouvelles industries écologiques, hein,
construire notre univers fermé et l'idée qu'il faut abandonner. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en même temps avoir des précautions géostratégiques, avoir des stocks de secours. Enfin, il y a toute une réflexion à avoir, mais l'idée de l'autonomie, je pense qu'il faut l'oublier. Hein. Alors, merci Pierre, et ça fera le lien avec les débats de cet après-midi sur justement le degré d'autonomie régionale qu'on veut avoir. Est-ce que David souhaite rebondir sur cette question? Puis ensuite, je vous poserai les questions de conclusion de cette séquence. Non, je n'ai pas grand-chose à ajouter. C'est vrai que il y a globalement quand même la caractéristique de l'industrie aujourd'hui, c'est d'être à peu près libéré de la localisation des matières premières. Plus aucun industriel quasiment ne cite la proximité de matières premières comme critère de choix d'implantation d'un lieu de production. Même si ça joue encore et ça a un rôle important. Si un pays décidait de geler une matière première stratégique et de cesser de l'exporter, ça poserait bien sûr un problème. Mais dans la grande masse des productions industrielles, c'est plus un facteur aujourd'hui. Et c'est vrai aussi qu'on n'ira pas vers l'autarcie parce qu'il y a des mouvements qui jouent dans tous les sens. Je parlais de Taïwan qui a peur d'être coincé par la Chine et donc TSMC qui investit aux États-Unis et en Europe, c'est clairement un mouvement en sens inverse, c'est-à-dire que c'est un développement international qui est suscité aussi par la crainte. Et vous avez toujours des grands groupes. Le plus gros investisseur dans notre base mondiale en nombre de projets, c'est Amazon. Amazon est dans une logique de couverture mondiale. Donc, eux, ils vont faire des développements et des implantations de bases logistiques et de services, de centres de services un peu partout dans le monde. Donc, ce qui va se passer très probablement, c'est que les logiques d'implantation vont encore se complexifier. Et il y aura probablement aussi différentes, certaines allant dans le sens d'un raccourcissement des chaînes de production. C'est plutôt la tendance moyenne aujourd'hui, mais il y a toujours des acteurs qui vont dans les deux sens. On a une demande de parole de Gabriel Colettis, donc à qui je demanderai d'être bref, et puis je poserai des dernières questions de conclusion et je rendrai la parole une dernière fois à nos orateurs. Gabriel. Oui, bonjour très brièvement. Tout d'abord, salut Pierre et salut David. Hein, je vous salue tous les deux. Voilà, en fait, juste une brève intervention sur 2 points. Le premier point, c'est quand on fait des comparaisons entre la France et l'Allemagne, hein, ce sont des comparaisons très, très fréquentes que vous connaissez tous. Hein. En réalité, il y a quand même des différences très fortes s'agissant des grands groupes, hein, parce que les grands groupes français sont des groupes beaucoup plus mondialisés que les grands groupes allemands. Lorsque l'on compare, par exemple, le stock d'IDE, d'investissement direct, réalisé à l'étranger, dans le total de l'investissement, eh bien, on voit que ce stock pour les groupes français est beaucoup plus important que pour les groupes allemands. C'est-à-dire que les groupes allemands investissent à l'étranger, mais ils investissent beaucoup en Allemagne eux-mêmes ou dans leurs zones limitrophes. Alors que les groupes français ont une tendance à développer des flux d'investissement à l'étranger beaucoup plus importants. Et je dirais exactement la même chose en termes d'emploi. Pour les emplois, les emplois domestiques en Allemagne, rapportés à l'emploi total des grands groupes, sont beaucoup plus importants que les emplois domestiques en France, rapportés à l'emploi total pour les groupes français. Donc, en fait, je crois qu'il y a des profils, en quelque sorte, d'intégration dans la mondialisation qui ne sont pas du tout les mêmes. Les groupes allemands restent quand même globalement, même s'ils sont mondialisés, dans des logiques exportatrices, alors que les groupes français, ce n'est pas tant qu'ils délocalisent, c'est qu'ils sont directement présents à l'étranger pour servir les marchés étrangers. Donc, cette asymétrie, je crois, est très importante. Une autre asymétrie qui est assez curieuse lorsqu'on regarde les flux d'exportation et d'importation dans les deux pays, c'est que les groupes allemands, comme les groupes français, sont présents dans un nombre, en matière d'exportation, dans un nombre relativement concentré d'activités. C'est-à-dire que le solde à l'export se joue sur 4 ou 5 grandes branches. C'est la même chose d'ailleurs pour les Japonais. Mais par contre, quand on regarde les importations, alors là, il y a une différence qui est très marquée, en ce sens que
les importations françaises sont très massives dans un certain nombre de grandes branches où on est très déficitaire, alors que les importations allemandes sont beaucoup plus diffuses. Elles sont réparties sur toutes les branches. C'est un peu comme si, en quelque sorte, l'Allemagne refusait de se spécialiser à l'import, alors qu'elle était extraordinairement spécialisée à l'export. Et ça donne des profils, en quelque sorte, de mondialisation qui ne sont pas les mêmes. Donc, je crois que là, il faut quand même avoir ces visions relativement précises pour comprendre pourquoi l'Allemagne résiste mieux en matière industrielle que la France. Voilà, merci. Merci Gabriel, qui d'une certaine manière fait déjà du teasing de son propos de cet après-midi, mais c'est très important. Donc je vais laisser David et Pierre réagir. Je souligne deux remarques sur le chat. Une première de Simon Mouline, des services de la région, que je salue, parce que c'est un ancien des Pays de la Loire, sur l'idée que la dépendance aux matières premières initiales pourrait être en partie traitée par la structuration de l'économie circulaire et donc la capacité à mobiliser, à réutiliser des matières localisées. Et puis, la deuxième remarque est de Lionel Delbos de France Urbaine. On a évoqué du coup la liaison matière-territoire. Est-ce qu'il y a une liaison innovation-territoire? C'est-à-dire, est-ce que la localisation de l'innovation a un effet réel sur la localisation des recréations ou des créations d'emplois liées aux activités nouvelles? Donc, vous êtes libre de répondre ou pas, autrement on reprendra ce point-là aussi cet après-midi. Puis moi, j'aurais une dernière question piège à vous poser, c'est qu'est-ce que vous donneriez comme recommandation à une région comme l'Occitanie pour mieux décrire et mieux suivre l'évolution des activités industrielles avec tous les enjeux de définition que l'on a eu depuis le début de cet échange? Voilà le challenge, vous avez chacun 2-3 minutes pour conclure. On a une demi-heure chacun, c'est ça, pour traiter ces vastes questions. Non, mais je pense que la question des matières premières là, qui a été soulevée, bon, c'est vrai que on n'est plus à l'époque où l'industrie se localisait là où il y avait les matières premières. Hein. Ça pouvait être le bois pour la sidérurgie dans un lointain passé, l'électricité pour l'aluminium, etc. Ça reste quand même important et ça revient d'une certaine façon. Ça revient parce que c'est vrai que les nouvelles industries, je pense au numérique, mais aussi aux batteries, etc., qui sont problématiques et les métaux, on ne les a pas partout. Donc ça, c'est quand même un vrai sujet. Il y a eu un rapport récent sur comment on dessert cette dépendance, parce que c'est un vrai sujet, pas seulement pour les fameuses terres rares, là, vous savez, sur lesquelles les Chinois ont un quasi-monopole, mais c'est important aussi, hein, parce qu'il y en a besoin dans les éoliennes, il y a besoin de je ne sais plus quel matériaux. Bon, voilà, donc ça, c'est quand même, il faut prendre ça en compte. Alors après, je ne sais plus quelles étaient les autres questions. Non, mais par rapport à ce que disait Gabriel, on n'est pas conscient en France de ce que représente, moi, ce que j'appelle l'économie française offshore. Hein, c'est vrai qu'on a fait nos entreprises ont fait des choix stratégiques différents des Allemands au début de la globalisation. Les Allemands ont exporté massivement à partir de leur base nationale, ça c'est vrai. Et nous, nos entreprises, elles ont été à la rencontre, ce n'est pas vraiment de la délocalisation, mais ils ont été à la rencontre des marchés, là où les marchés étaient en développement. Les deux modèles ont leurs avantages et leurs inconvénients. Hein. Le fait d'être proche des marchés pour les entreprises françaises aujourd'hui peut être un avantage. Et on va vers une forme moi j'appelle ça de la mondialisation distribuée. C'est plus le schéma unique avec les flux gigantesques où on balade des composants d'un bout à l'autre de la planète de manière assez aberrante. Hein, et aujourd'hui on est fragile, mais une forme de globalisation qui va s'appuyer sur des pôles. Parce qu'encore une fois, la production le physique, elle va pouvoir être répliquée finalement à un relativement faible coût, et dans des industries où aujourd'hui ce n'était pas vraiment le cas. Par exemple, l'habillement, on n'en a pas parlé, mais ça commence à savoir robotiser ça, et c'est une très mauvaise nouvelle pour le Bangladesh, et c'est une très bonne nouvelle pour nous d'une certaine façon. Mais c'est aussi une très mauvaise nouvelle pour le Bangladesh, parce qu'on va pouvoir faire des jeans de manière automatisée,
donc à proximité de nos marchés pays riches. Et puis, le Conseil à l'Occitanie, moi, je trouve un exercice qui serait fascinant, mais c'est un point de vue de chercheur peut-être, c'est d'essayer de comprendre même à la louche un peu le système de flux dans lequel on est. Quoi. Pas, parce qu'on est toujours sur des statistiques assez statiques, on regarde des stocks, hein, des stocks d'emploi, des stocks d'investissement, etc. Mais je pense que ce qui est important, c'est de comprendre le système de flux dans lequel on est inséré. Et ce système de flux, quand on commence à tirer cette ficelle-là, on s'aperçoit qu'il est beaucoup plus vaste que ce qu'on imagine. Il est beaucoup plus vaste. Alors, quand on fait l'exercice, même sur une petite ville, on dit, bon, ben, là, on doit pouvoir être en quasi-autarcie. Eh ben, pas du tout, parce qu'on voit que les flux, en fait, sont absolument gigantesques. On est dans une pelote de flux aujourd'hui, encore à l'échelle mondiale. C'est une réalité dont il faut tenir compte. Le recyclage des matériaux, il y avait cette question-là aussi. Je pense que c'est très important, mais il y a des limites intrinsèques. On ne pourra pas tout recycler, quoi. Alors, on peut recycler l'acier facilement, l'aluminium, c'est déjà plus compliqué, le ciment, on ne sait pas vraiment faire. Le plastique à moitié. Donc, en fait, et le recyclage, il ne peut pas non plus se faire uniquement dans la circularité locale. Il faut avoir une vision un peu large de ça. Merci beaucoup, Pierre, pour ces contributions et réponses. David, pour ta conclusion. Oui, il y a plusieurs points. Sur les matières premières et sur l'innovation, il peut y avoir un point commun, c'est le rôle de l'État. Éventuel sur les matières premières. Le nucléaire, c'est quand même une réponse à la question du pétrole et qui est une matière première. Donc, c'était un vrai choix stratégique de créer un outil d'indépendance par rapport à une matière première qui était un peu complexe à gérer et qu'on ne maîtrisait pas et pour lequel on s'est pris la hausse des prix décidée par l'OPEP dans les années 70 en pleine figure. Donc, sur ce sujet-là, il y a probablement un rôle de stratège qui est nécessaire quelque part. Alors, à quel échelon européen, national, régional, peu importe. Sur l'innovation, il y a deux choses. Il y a d'une part le fait que les startups ont besoin de liens avec le supérieur, ont besoin de proximité de financiers pour leur première levée de fonds. Et donc, c'est un milieu extrêmement métropolitain. Donc, ça, il y a toutes des questions d'aménagement d'un écosystème startup qui commence à être bien connu. Il y a un deuxième point qu'on rappelle peut-être moins souvent et qui a été mis en avant par Mariana Mazzucato dans l'État entrepreneur, c'est que souvent aussi l'innovation découle de grands programmes, beaucoup de produits qui sont utilisés dans un iPhone aujourd'hui, qui sont directement des retombées des avancées de la recherche spatiale des années 60 et donc des fruits indirects de la commande publique. Donc sur ces deux sujets, il y a probablement un rôle public à réinventer puisque le modèle français est quand même qui était basé justement sur des corps d'ingénieurs auxquels on passait commande de grands projets qui n'existe plus et on a un peu de mal à le remplacer par autre chose. Après, sur les grands groupes français, c'est vrai que Gabriel Collitis le rappelait, ils ont un modèle de fonctionnement qui est très différent du modèle allemand, qui nous conduit aussi à avoir plus de groupes présents dans le classement Forbes des 2000 plus grands groupes mondiaux. Il y a plus de groupes français que de groupes allemands, mais on a aussi un Mittelstand moins dense que l'économie allemande. Donc, il y a vraiment deux modèles entreprises, entrepreneuriaux et de relations avec l'État qui sont assez différents. Une des questions est sur l'observation que donner l'intérêt aussi par rapport à la statistique publique, c'est qu'on est totalement partiel, on n'a pas du tout l'exhaustivité de la donnée publique, évidemment, mais on prétend, ou en tout cas on cherche à avoir
l'investissement structurant, c'est-à-dire les grands projets. Et le fait d'avoir l'ensemble des investissements détaillés dans une base fait qu'on peut éventuellement les renommer et essayer, au-delà ou en plus de la nomenclature classique, essayer de retracer des notions de filière. Par exemple, des clients nous ont demandé de travailler sur les notions d'APE ou de code NAF, c'est impossible à déterminer. Donc, on a repris des projets dans un certain nombre de secteurs, l'ingénierie d'automobile, pour essayer de voir tout ce qui pouvait avoir trait à la nouvelle mobilité. Mais il y a beaucoup de sujets ou de thématiques émergentes qui sont à peu près impossibles à appréhender par la statistique publique. Les drones, par exemple, ils sont classés, si on regarde les entreprises qui font des drones aujourd'hui, ils sont en travail des métaux, ils sont en ingénierie, ils sont en aéronautique. Il y a des tas de phénomènes émergents qui sont très difficiles à appréhender avec les statistiques publiques. Donc, nous, on prétend un petit peu fournir une aide à ça. Et puis, dernier point, peut-être sur le rôle de la région et pour revenir sur la puissance publique. Je pense qu'on voit les grands groupes ont des stratégies internationales pour lesquelles le dialogue est complexe, mais problème que la région a probablement intérêt à nourrir un dialogue avec les ETI régionales. Alors éventuellement, si elle a le siège d'un grand groupe comme Airbus pour la région Occitanie, évidemment, elle ne peut pas s'en désintéresser. Mais je pense que les différentes collectivités territoriales françaises auraient intérêt à essayer de repérer un peu leurs interlocuteurs naturels et à classer ça par taille. Je pense que l'interlocuteur naturel et spontané d'une région, ça doit être les ETI, c'est-à-dire repérer les belles PME et les ETI régionales et avoir un dialogue structuré avec elles de façon préférentielle. Voilà. Merci, David. Des réflexions désordonnées. Merci à vous deux, puis on compte sur vos contributions pour la suite de la journée. On va s'arrêter là pour cette séquence, faire une pause donc d'une dizaine de minutes et on reprend absolument à 11h. Merci à toutes et à tous.